envoyer des troupes au sol contre la deuxième puissance nucléaire mondiale. Ça veut dire entrer en guerre mondiale. On va dire les choses très clairement. C'est ça que ça veut dire. Donc je propose de réécouter Emmanuel Macron hier soir. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Et nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Est-ce que vous partagez, ou la question ou l'analyse que je disais à l'instant, envoyer des troupes au sol, c'est rentrer dans une troisième guerre mondiale? Non. Non, vous vous imaginez avec un casque lourd et en tenue kaki, vous n'aurez pas le t-shirt de Zelensky avant longtemps sur le dos, vous garderez votre cravate. On n'est pas prêt à faire la guerre, personne ne le veut, personne ne la fera, d'ailleurs on n'a pas les moyens de la faire. Alors, c'est pas vraiment ma question. Vous écoutez la déclaration là, très martiale du président et en fait vous vous rendez compte que presque tous les mots sont piégés. Il dit il n'y a pas de consensus. Donc ça c'est la première chose, c'est que les Européens ne sont pas d'accord entre eux, contrairement à ce qu'on nous serine depuis 2 ans. Vous savez, c'est une guerre qui est très difficile à suivre parce que des deux côtés, on est tympanisé, on est abruti, pourrait-on dire, par une propagande vociférante des deux côtés. Alors, il y a le délire des pro-russes, mais il y a aussi une espèce de folie va-t-en-guerre côté européen, côté occidental. On nous explique que c'est pas une querelle de territoire aux confins de l'Europe, c'est une guerre entre la tyrannie et les démocraties au cœur de l'Europe, a dit ce matin d'ailleurs le Premier ministre Attal, au cœur de l'Europe. Ben non, on n'est pas au cœur de l'Europe, on n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN, on n'est pas du tout au cœur de l'Europe, on est aux confins. Il y a un défi que posent les Russes, évidemment à l'Europe. Mais c'est pas une guerre comme on le prétend, comme le président semble vouloir y croire. C'est pas du tout ça d'ailleurs. Dans sa déclaration, il dit, est-ce qu'on est prêt à assumer la présence de troupes au sol, d'une manière qui soit officielle, qui soit endossée. En fait, la vérité, c'est qu'il y a déjà des troupes au sol. Les Français et les Britanniques ont déjà des troupes au sol. Nous avons des troupes qui font de la formation, nous avons des conseillers militaires qui font du renseignement, ou plutôt le contraire. Nous avons aussi des officiers qui guident, par exemple, les missiles Scalp, les missiles de croisière, qui ont été livrés par les Français et par les Britanniques aux Ukrainiens, eh bien, pour s'assurer qu'ils ne vont pas aller bombarder le Kremlin, ils ne peuvent pas toucher le Kremlin, c'est trop loin, mais ils portent quand même à 500 km. Pour s'assurer des cibles qu'ils visent, qu'ils soient bien en Crimée, non pas en Russie, ce sont des officiers français, qui sont des soldats français qui sont sur le terrain, sur place. Donc on a déjà des troupes au sol, même si on fait ça en douce, même si on fait ça en catimini, même si on le fait sans vouloir l'assumer, comme dit le président. Donc le président, il dit des choses, des mots qu'il faut peser. C'est quoi la défaite de la Russie, au fait ? C'est quoi la victoire ? C'est quoi la victoire de l'Ukraine ? Attendez, c'est la reconquête de la Crimée et du Donbass ? Ou alors, il faut que la Russie paye les dommages de guerre ? Ou alors, est-ce qu'il faut juger M. Poutine pour les tortures, les exactions, les exécutions sommaires et tous les meurtres qui ont été commis au début de la guerre? Moi, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser. D'abord, pourquoi n'y a-t-il aucun processus de paix? Pourquoi personne ne pose un processus de paix? Et que dans cette guerre, chacun n'imagine qu'une chose, ou la victoire de l'un ou de l'autre, ou la destruction de l'un ou de l'autre. Il me semble que généralement, il y a cette tentative qui est faite. La posture européenne, c'est de dire que s'il y avait une paix aujourd'hui, s'il y avait une négociation aujourd'hui, ce serait sur la base, du rapport de force, c'est-à-dire que les Russes ayant conquis la Crimée, l'ayant annexée, et ayant conquis le Donbass, ils ne la rendraient pas, et on arriverait finalement à une formule qui consisterait à neutraliser l'Ukraine et à laisser aux Russes ce qu'ils ont pris. Et donc, ce serait très défavorable à l'Ukraine, et donc, il n'y a que les Ukrainiens. Et ce que l'on dit, ce que l'on dit qui est parfaitement hypocrite, on dit, ça dépend de Kiev. Le jour où Kiev, où les Ukrainiens voudront négocier, on sera avec eux, mais tant qu'ils ne veulent pas négocier, on ne peut pas les forcer. Bon, réponse c'est claire. Hypocrite. Vous savez pourquoi c'est hypocrite ? Parce que les Ukrainiens ne tiennent que par le soutien des Occidentaux. Bon, réponse claire. Deuxième autre interrogation, plus exactement, les Américains vont peut-être élire Trump, et les Américains ont une probabilité très grande de se retirer de ce conflit. Est-ce que ça change quelque chose ? Ça change tout.
Ça change tout. En fait, les Américains, c'est le maillon faible dans l'histoire. Et l'Amérique en campagne a d'ores et déjà suspendu. Et en plus, on découvre, par cette guerre, on découvre pas mal de choses quand même. On découvre notamment que l'Amérique n'arrive pas à produire les munitions et les armes dont on a besoin dans une guerre de ce type. Il n'y a, par exemple, on pourrait faire l'inventaire de l'arsenal, mais sur les obus 155, sur les missiles Stinger, ils sont en train de relancer la chaîne de production des Stinger, parce qu'ils en ont exporté, ils en ont donné en Ukraine plus qu'ils n'en avaient jamais vendu depuis la nuit des temps. Eh bien, on se rend compte qu'il faut 3 ans pour recréer une chaîne de production. Bon, en tout cas, vous répondez là aussi clairement, Vincent Hervouet, ce matin sur Europe 1, sur CNews, qui répond à nos interrogations. Vous l'avez dit, l'Europe est divisée, ça c'est très important parce que tout le monde ne le perçoit pas de la même manière. Un mot sur Zelensky, parce que Zelensky a une image en France, disons, assez positive. Bon, moi, j'ai vu l'autre jour, par exemple, qu'il a viré son chef d'état-major, que le pays est le général Zaloujny. Voilà, le pays est corrompu. Et est-ce qu'on donne, et la question peut-être peut choquer, est-ce qu'on donne trop de crédit à Zelensky? Alors, il a viré Zaloujny, non pas pour une histoire de corruption, bien que Zaloujny insistait beaucoup sur la lutte contre la corruption et avait l'impression que le régime n'en faisait pas assez. Est-ce qu'on lui donne trop de crédit à Zelensky, selon vous? Zaloujny, attendez, c'est très important. Zaloujny, bon, c'est très important. Rien n'est très important dans ce que je raconte, mais quand même, Zaloujny, pour comprendre, Zaloujny a été viré parce que il a fait une déclaration à The Economist, qui a beaucoup marqué les esprits à l'automne, en expliquant que la contre-offensive était dans l'impasse stratégique, dans l'impasse humaine, dans l'impasse militaire, que c'était fini, la guerre était impossible à tenir. Et c'est ça la réalité. Les faits sont têtus. La guerre, c'est terriblement rugueux. La guerre, ça vous impose le réel. On n'est pas dans l'illusion lyrique, on n'est pas dans les salons de l'Élysée. Bon, Zelensky, est-ce qu'on lui accorde trop de crédit? On l'a idéalisé, il est le héros magnifique, oui, bien sûr. Mais en fait, si on juge une politique à ses résultats, vous avez eu Hier, il a fait une déclaration inouïe. Attendez, hier, il a fait une déclaration. Grâce à vous, nous avons sauvé des millions de vies, a-t-il dit à propos de la guerre aux Européens. Grâce à votre aide, nous avons sauvé des millions de vies. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est au bas mot, 180 000 types au tapis, côté ukrainien, 70 000 morts, les autres en blessés. Lui, il dit 30 000. Et il y a 70 000 d'après les estimations américaines, plus 40 000 civils. Hein. C'est très lourd pour un pays de 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants. Alors, merci de ces explications qui sont, comme toujours, extrêmement claires. Je voulais, avant de vous donner la parole, qu'on écoute quand même Emmanuel Macron sur son analyse, et notamment le durcissement de la Russie. Écoutez-le, c'était hier soir. Nous voyons, et tout particulièrement ces derniers mois, un durcissement de la Russie. Durcissement qui s'est manifesté en matière de politique intérieure et qui s'est malheureusement cruellement illustré à travers la mort d'Alexeï Navalny. Nous l'avons tous formellement condamné, mais elle a signé la trace de ce durcissement, mais à travers la poursuite des opposants politiques, l'interdiction des opposants politiques aux élections, la mort donc d'Alexeï Navalny, l'interdiction supplémentaire de nouvelles structures, il y a un durcissement manifeste. Bon, là, vous partagez cette analyse. Mais non, je comprends pas en fait. Il dit le durcissement de la Russie. Le président a des informations qu'on n'a pas. Mais Navalny. Navalny, il est mort de mort naturelle d'après le chef des services de renseignement ukrainien hier. Mais non, mais c'est pas un durcissement. Il paraît qu'il est mort de mort naturelle, nous dit le chef des renseignements. On peut imaginer que ce qui a été fait à Navalny est juste inadmissible. Non, mais que le Kremlin enferme. Non, mais que le Kremlin enferme les opposants, on le sait. Oui. Mais a priori, il semblerait, d'après ce qu'on a appris hier, qu'il n'a pas été assassiné dans sa cellule après avoir été battu comme plate par je ne sais trop quel Tchétchène ou quel gardien. Donc vous ne partagez pas l'analyse? Mais non, je vous dis que je ne sais pas de quoi parle le président quand il parle de durcissement de la Russie. Il y a des manœuvres. Pour moi, Navalny, c'est clair. C'est une forme de durcissement. Quand ton opposant, tu l'envoies au mois de décembre dernier au fin fond de la Russie et qui meurt 3 mois après, on peut analyser ça comme un durcissement. Navalny est un véritable héros tragique. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui nous dépasse de la tête et des épaules. Ça, j'ai un immense respect pour la façon dont ce type a sacrifié son existence, sa vie.
Bon, hier, la famille nous a appris qu'il était en pleine négociation pour l'échanger contre un tueur de la Loubianka, un tueur des services russes qui est actuellement détenu en Allemagne. Ça, première nouvelle, on ne le savait pas. Et on ne savait pas non plus ce que nous a annoncé le chef des services secrets ukrainiens hier, à savoir que Navalny était mort de mort naturelle. Je vous donne sur le durcissement de la Russie. Il m'a semblé entendre dans le discours hier tout à fait surprenant, de mon point de vue, du président Macron, que selon lui, la Russie s'apprêterait, dans un avenir plus ou moins proche, à attaquer une dizaine de pays européens. Vous avez entendu ça comme moi? Non, moi j'ai entendu... Mais comment on peut mettre une stratégie, quand on est des puissances nucléaires en place, sur de simples supputations? Je veux dire, écoutons Emmanuel Macron, parce qu'il ait des informations. Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron. Il y a 2 passages que je voulais vous faire écouter. D'abord sur le front ukrainien, le président de la République. Sur le front ukrainien, les positions sont de plus en plus dures et nous savons aussi que la Russie prépare des attaques nouvelles, en particulier pour sidérer l'opinion ukrainienne, mais en train de durcir sa position. Nous avons tous subi de manière accrue ces derniers mois des attaques en termes informationnels et en termes cyber encore accrues. Et puis l'autre passage que je voulais vous faire écouter, c'est de la désinformation, vous dites? Non, il parle de désinformation en réalité. Il parle de cyberguerre, il parle d'opération d'intoxication. Oui. Bon. En même temps, j'ai croisé Alain Bauer, qui était tout à l'heure chez Sonia Mabrouk, qui m'a dit on peut pas faire de guerre puisqu'on n'a même pas les moyens de faire de la guerre. On n'a rien, on n'a pas d'armée. C'est un préalable intéressant. Donc on n'a pas réglé la question. C'est d'ailleurs formidable quand j'entends dire on n'a pas d'armée, si vous me permettez. Je n'imagine pas cette phrase. Je trouve que cette phrase est folle. Même si vous la reprenez dans votre bouche, j'imagine les gens qui nous écoutent et qui se disent à 9h14... les gens qui nous écoutent savent qu'il n'y a plus... Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il y ait une défense nationale quand vous n'avez plus d'éducation nationale, quand vous avez une justice qui est en loque, quand vous avez une police qui a des commissariats pourris, quand vous avez un pays qui est dans cet état? Pourquoi est-ce que vous voulez que l'armée, qui a servi de variable d'ajustement au budget depuis 1990, soit en bon état pour mener une guerre frontale contre une puissance comme la... Je dis simplement que c'est effrayant. Moi, je n'ai pas accès aux informations. Si vous me dites qu'on n'a pas d'armée... J'imagine les gens qui nous écoutent. Oui, parce que d'abord, il y a des gens de grande qualité qu'on reçoit régulièrement. On a une armée qui, depuis des années, fait des opérations de police. Il y a une loi de programmation militaire. Moi, je voudrais pas... Je pense à tous les militaires qui nous écoutent. Mais respect. Des gens qui sont assez remarquables, qui sont engagés dans leur vie, qui sont engagés également dans... je veux dire, les finances publiques ont été investies dans ce domaine-là, et j'imagine, vous écoutant qu'un spécialiste de politique étrangère dise à 9h14, il n'y a pas d'armée en France. Je n'ai pas dit ça. Votre ami Bauer a dit il n'y a pas d'armée. Moi, je vous dis, on n'a pas d'armée capable de mener une guerre d'attrition de haute intensité face à un empire comme la Russie. Vous avez parfaitement raison. Avec des obus de 155. Vous avez préféré... Et donc, on n'a pas répondu à la question pourquoi Emmanuel Macron a dit ça. S'il sait pertinemment qu'il ne le fera pas. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en début, c'est-à-dire que c'est contre-feu, c'est-à-dire que certains vont prendre, comme toujours, l'explication psychologique, président qui a été humilié au salon de l'agriculture et qui va remettre... Pas forcément psychologique, politique. L'explication politique. Mais c'est vraiment ça, c'est gravissime. S'il est prêt à menacer une puissance, s'il est prêt à menacer une puissance nucléaire quasiment de guerre, ou en tout cas d'envoie de troupes au sol parce qu'il a été humilié au salon de l'agriculture, non, mais ça va au-delà de ça. C'est qu'on n'a pas un président. Ça ne vous a pas échappé qu'on était en pleine campagne des européennes, de lancer le duel face au Rassemblement National, que le débat était sur l'agriculture toute la semaine dernière et qu'il décide de mettre le débat sur l'Ukraine. On termine, je voulais qu'on écoute une dernière fois le président de la République et puis également Gabriel Attal qui a parlé de l'Ukraine, et puis il y a beaucoup de réactions. Donc la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Je ne sais pas ce que cette phrase veut dire d'ailleurs. Écoutez le président de la République. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine. Pour l'Ukraine elle-même. Deuxièmement, nous sommes en train d'assurer notre sécurité collective, d'aujourd'hui et de demain. Et donc, de manière très claire et encore plus claire qu'hier, compte tenu des attaques que nous subissons, c'est aussi notre sécurité dont nous parlons. Troisièmement, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous ne souhaitons pas entrer en guerre avec le peuple russe et que nous sommes déterminés à garder la maîtrise de l'escalade, comme nous l'avons fait avec succès depuis le début du conflit. Non, mais la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Cette phrase, les conséquences de cette phrase me paraissent... Mais on veut pas d'un Vladimir Poutine triomphant, et on pense que si la guerre ne leur fait pas mal, si vraiment ils raflent la mise, s'ils gardent la Crimée, le Donbass, si la moitié du monde est derrière eux, s'ils ont l'impression d'avoir réussi leur coup, eh bien ils deviendront menaçants
sans doute pas sur les pays baltes et sur l'Union européenne, parce que là c'est quand même un gros morceau de s'affronter à l'OTAN, mais ça deviendra quand même extrêmement tangent, par exemple pour un pays comme la Géorgie. La Géorgie qui n'est pas dans l'OTAN, qui n'est pas dans l'Europe, pas encore, en tout cas, et qui fait partie du domaine de l'Empire russe. Le problème, je trouve que les buts de guerre sont pas clairs. C'est-à-dire quand on nous dit il ne faut pas que la Russie gagne la guerre, qu'est-ce que ça signifie précisément et clairement que la Russie gagne la guerre? Où ça commence et où est-ce que ça termine au plan, par exemple, frontalier de gagner ou de perdre la guerre? Pareil pour les Occidentaux, quand on dit, vous savez, que ces formules un peu bellicistes, nous allons repousser, nous allons mettre à genoux l'économie russe, comme disait Bruno Le Maire, où ça commence, où ça termine. Et je trouve que derrière toutes ces formules, il y a effectivement, c'est ce que vous disiez Pascal sur nos capacités militaires, un doute immense. On se dit, est-ce que nous Français sommes capables, certains experts militaires de haut niveau en doute, de faire face à des conflits de haute intensité? La réponse, vous la connaissez. C'est extrêmement préoccupant. Jean-Luc Mélenchon, l'envoi de troupes en Ukraine ferait de nous des belligérants. La guerre contre la Russie serait une folie. Cette escalade verbale belliqueuse d'une puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire majeure est déjà un acte irresponsable. Le Parlement doit être saisi et dire non, pas de guerre. Il est plus que temps de négocier la paix en Ukraine avec des clauses de sécurité mutuelle. Et ça, il y a unanimité dans la classe politique. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a unanimité. Bon, je ne sais pas si chacun se rend compte de la gravité d'une telle déclaration. C'est Marine Le Pen, Emmanuel Macron joue au chef de guerre, mais c'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. Manuel Bompard, pas en notre nom, envisager l'envoi de troupes françaises pour combattre contre la Russie est une folie totale. Olivier Faure, inquiétante légèreté présidentielle, qui au détour d'une conférence de presse se dit éventuellement prêt à engager la France comme nation co-belligérante. Dupont-Aignan, énorme manipulation mensongère de Macron qui annonce que la Russie veut attaquer les pays de l'Union européenne. Enfin, c'est un... Moi, je n'ai pas souvenir. Il demande même la destitution du président, Nicolas Dupont-Aignan. Vous faites le tour quand même de tous les gens qui sont opposés à l'alignement, à la posture française européenne. Éric Ciotti, l'annonce d'une éventuelle mobilisation seule de soldats français en Ukraine fait changer la nature du conflit. Cette déclaration lourde de terribles conséquences, Emmanuel Macron s'est faite sans le moindre débat parlementaire. C'est unanime. Mais en France, on fait la guerre. On a fait la guerre systématiquement sans demander l'avis du Parlement. On se réveille un matin, pardon. En une semaine, le président Macron réussit cet exploit de réunir tous les chefs de gouvernement européens et on apprend ce qu'on vient d'entendre, sans débat au Parlement. Alors, heureusement qu'il y a Twitter, parce qu'autrement... non, mais il y a un problème aujourd'hui... Et en plus, et je termine, quid du Conseil de sécurité de l'ONU? Je croyais que c'était le Conseil de sécurité avec les membres permanents qui prenaient ce type de décision. On ne sait plus qui décide de quoi, finalement. Non, mais si vous me permettez, et là, il y a un problème, je ne suis pas un expert comme vous, mais il y a un problème de leadership en Europe. Vous connaissez le nom du Premier ministre espagnol? Vous connaissez Olaf Scholz, il n'arrive même pas à gouverner son gouvernement. Le Premier ministre anglais change tous les 15 jours. J'exagère à peine. Comment? Ils sont plus en Europe. C'est dommage que c'est la seule armée. C'est la seule armée. Bon, ils étaient représentés hier. Non, mais il y a un problème de leadership. Il y a 20 ans ou 15 ans, vous aviez Angela Merkel, vous aviez Aznar. Non, mais il y a un problème de leadership en Europe, me semble-t-il. Non, je suis pas non. En matière de défense, le leader en Europe, c'est l'OTAN. Je dis n'importe quoi. Vous voulez que Mme von der Leyen mette un casque à pointe en plus? Je ne vous dis pas ça. Je vous dis qu'il y a 15 ans ou 20 ans, il y avait Aznar, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, des gens qui pouvaient peser. C'est ce que vous voulez dire, pardonnez-moi, j'avais pas compris votre réflexion. Écoutez, excusez-moi, quand Nicolas Sarkozy est allé en 2008, je pensais que vous vouliez quand Nicolas Sarkozy est allé en 2008 négocier, je suis désolé de vous le dire, il est arrivé avec quelques bénéfices de sa négociation. Absolument. Je suis désolé de le dire comme ça. Les blindés russes se sont arrêtés et ils ont même... Je suis désolé de le dire comme ça. En Géorgie, autrement il y aurait plus... Il y a un problème de leadership en Europe. Ne me faites pas dire ce que vous n'avez pas dit. Je voulais dire un seul leadership européen. Et c'est celui que les personnalités. Vous connaissez le prénom du Premier ministre espagnol? Pedro Sanchez. Bien sûr, Pedro Sanchez. Claro que si. Non, mais vous le connaissez vous. Vous le connaissez vous parce que vous êtes un spécialiste. Sur lui pour protéger l'Europe. Vous m'avez compris. En tout cas, Gabriel Attal. Écoutons Gabriel Attal qui était ce matin au salon de l'agriculture sur ce sujet. Il est toujours. Quand le président a été interrogé sur le fait de savoir si on pouvait exclure des choses pour l'avenir, il a répondu que rien ne pouvait jamais être exclu. De la même manière qu'il avait répondu cela il y a 2 ans, au début de la guerre en Ukraine, vous vous souvenez? À l'époque, vous aviez beaucoup de pays qui disaient on peut éventuellement envoyer, je crois que l'exemple a donné le président hier, des sacs de couchage ou du matériel non militaire pour soutenir les Ukrainiens. Envoyer des troupes françaises, c'est quand même pas du tout la même chose que d'envoyer des sacs de couchage. Absolument, justement. Il y a 2 ans, beaucoup disaient on exclut d'envoyer des armes, ne serait-ce que pour se défendre.
on est aujourd'hui à envoyer des missiles à longue portée pour soutenir les Ukrainiens face à cette agression. Donc ce qu'a rappelé le président de la République, c'est qu'on ne peut rien exclure dans une guerre qui, encore une fois, agit au cœur de l'Europe. Charlotte, elle n'est pas au cœur de l'Europe, vous avez raison d'ailleurs, parce que chaque mot, vous avez raison, Gabriel Attal, c'est aux confins de l'Europe, vous avez raison de dire ça. Vous avez raison, Vincent, parce que c'est les mots, font qu'il y a une peur différente. Moi, je n'aime pas qu'on agite la peur, je l'ai vu sur le Covid. Bien sûr. Et là, je retrouve les mêmes mécanismes. Et je suis méfiant et défiant par nature. Charlotte, qui n'a pas parlé. Mais moi, j'ai moins d'expertise, on va dire, que Vincent. Mais la seule chose que j'entends dans cette déclaration, c'est qu'il défend le président de la République tout en... Hier soir, on entend parler de troupes au sol et ce matin de sacs de couchage. On a changé un peu d'univers aussi dans les propos de Gabriel Attal. Donc il défend le président de la République, il ne va pas dire le contraire. Mais on sent qu'il nous explique que ça peut prendre énormément de formes, notamment l'envoi de sacs de couchage. On est quand même sur autre chose, quoi. C'est parce que le président de la République a dit au départ, on voulait simplement envoyer des casques et des sacs de couchage, et finalement on a envoyé des missiles, etc., des avions. Oui, et donc c'est quand même une manière de dédramatiser quand même le sujet, quoi. Pascal, juste pour répondre à votre question de tout à l'heure sur le leadership en Europe, moi je pense, et j'ai très peur de bien savoir où est le leadership, en tout cas en matière de stratégie et de défense, et ça a été dit par Madame von der Leyen, elle a dit, nous n'avons pas besoin d'armée de défense européenne parce que nous avons l'OTAN. Donc je crois que effectivement l'idéologie qui préside à Bruxelles, c'est de se mettre sous protection de l'OTAN. Et ça a été fort bien justifié. Mais sauf que les États-Unis vont peut-être sortir. J'allais y venir. En novembre prochain. Voilà, les États-Unis d'Amérique de toute façon à long terme ne vont pas conserver la pression qu'ils ont mis au début sur le front ukrainien parce qu'ils ont aussi à gérer ce qui se passe en Israël et parce qu'ils ont aussi les conflits en mer de Chine. Et les États-Unis d'Amérique n'ont pas vocation à tenir 3 fronts à la fois. Et donc ça c'est un vrai risque et on peut pas décemment se mettre à la remorque des Américains ad vitam aeternam. Il y a un papier du New York Times, visiblement, qui fait état d'Américains qui ont manipulé l'Ukraine, ce qui est une provocation vis-à-vis de la Russie. Ouais, c'est-à-dire qu'il révèle par le détail, il découvre un peu la Lune, à savoir que la CIA était très active en Ukraine, mais il découvre la Lune, mais il nous décrivent chacun des cratères assez précisément. Il explique comment, depuis 10 ans, la CIA a investi, a créé une douzaine de bases ce papier est incroyable, à la frontière pour espionner les Russes, et donc comment ils ont forgé un appareil de renseignement ukrainien et l'implication effectivement des Américains. Mais vous savez, pour répondre sur le fond à la question, qui est une provocation vis-à-vis de la Russie, je le répète. Ils disent dans l'article notamment, qu'effectivement, à partir du moment où ils étaient aussi présents et aussi actifs pour espionner la Russie, Vladimir Poutine a pu considérer que la seule façon de régler le problème, c'était d'envahir le voisin. Cela a sans doute incité. Il n'y a pas que de la parano chez les Russes quand ils disent qu'on les défiait. Parce que quand vous disiez ça il y a quelques mois, ça ne justifie aucun des crimes de guerre qui ont été commis. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais ce papier, effectivement, que chacun peut voir d'ailleurs, qui fait sens, vous avez raison, il y a quelque temps, chacun était taxé de complotiste s'il disait ça. Et c'est un papier de Munichois, du New York Times aujourd'hui. Non, la réalité, c'est qu'on s'alignera tôt ou tard sur les Américains, car on n'a pas ni les stocks, ni les capacités de production pour faire cette guerre. Il est 9h25 et vraiment je vous remercie beaucoup comme toujours Vincent parce que vous êtes là-dessus extrêmement éclairant pour des sujets forcément qui demandent à la fois une expérience que vous avez, une expertise que vous avez et un esprit de synthèse que vous avez. J'ai l'impression d'avoir été décoré au front des troupes. Non, mais écoutez, moi je pense aux téléspectateurs qui vous écoutent et qui comprennent, j'espère, mieux la situation depuis 9h qu'ils ne la comprenaient lorsqu'ils se sont levés. Thomas Hill, est-ce qu'il est là, Thomas Hill? Mais oui, je suis là. Je me joins à vos compliments à Vincent Herouette, qui est excellent. Merci. Ben oui, mais là, vous êtes un peu, c'est comme, on vous voit pas, c'est comme dans Don Camillo, la voix tombe du haut. Mais je suis là, Pascal. Voilà. Ben, vous serez notre premier sourire ce matin parce qu'on est quand même, évidemment, un poil inquiet. Et, bien sûr. On est inquiet. Pourquoi? Parce que vous avez des jeunes enfants. Oui, j'en ai deux. Et ben voilà, c'est tout. Et que ce monde, aujourd'hui, ce monde nous fait peur. Voilà. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont un certain âge, une certaine expérience, qui disent « je n'ai jamais eu autant peur qu'en ce moment, ce monde-là ». Alors il a toujours été horrible, sans doute le monde, mais avec quelques points de tension comme aujourd'hui, plus vive.